Bonjour Jean-Luc Bourlange. Bonjour. Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui à nouveau des maires, ça se passe dans la Drôme cette fois-ci, c'est la troisième fois. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président dialogue directement avec des Français plutôt que de passer par l'intermédiaire de leurs élus ? Je crois que c'était très important de reprendre contact avec les maires. Je pense que parmi les dérèglements qui sont produits au cours des derniers mois, l'une des origines importantes, ça a été la coupure avec la France des élus. Elle est apparue dès les élections sénatoriales en vérité, ça a été quelque chose qui a pas mal empoisonné l'atmosphère. Je trouve que Emmanuel Macron s'est livré jusqu'à présent à des exercices qu'il sait faire admirablement, c'est-à-dire il s'expose, il prend le risque, il voit les gens, il voit les maires. Bon, est-ce qu'il va faire ça 12 ou 13 fois ? Ça, j'éprouve un certain scepticisme. Et je crois que vous avez tout à fait raison, il faut qu'il ait d'autres contacts. Bon, il a eu un contact très différent à Versailles avec les grands chefs d'entreprise. Je trouve qu'il devrait avoir un contact avec des responsables d'entreprises moyennes qui sont décisifs dans l'avenir du pays. Il faut qu'il ait un contact avec les électeurs directement. Et permettez-moi de vous le dire, il faudrait qu'il y ait un dialogue plus établi, plus souple, plus flexible avec les parlementaires. Donc ça fait... Et j'ajouterai les syndicats. Nous avons un syndicat comme la CFDT qui est devenu le premier syndicat de France. C'est quand même une très très belle performance de M. Berger. Et Laurent Berger disait récemment qu'il avait très peu de contact avec le président de la République. Alors si on veut rebâtir un consensus ou en tout cas un pôle majoritaire de réforme, je pense qu'il faut renouer tous ces fils. Les maires, c'est un premier pas, ça n'est certainement pas le seul et le dernier. Est-ce que le président doit rencontrer des gilets jaunes ? Est-ce qu'il peut le faire d'ailleurs ? Moi, les gilets jaunes, je ne sais pas très bien ce que c'est, si vous voulez. J'ai regardé. Les gilets jaunes, c'est une combinaison de gens qui sont sur les ronds-points. J'ai toujours été très très réservé sur l'idée qu'on puisse bloquer la circulation. Moi, je trouve, là, en tant que défenseur d'ordre public, ça ne me plaisait pas. Et puis, d'autre part, des analyses, des espèces de concrétions informatiques sur les réseaux. Il y a une analyse qui a été très bien faite par la Fondation Jean Jaurès qui montre comment c'est agrégé tout ça. Alors, il faudrait avoir des gens en face de soi, des gens représentatifs, des gens mandatés, des gens qui ont un programme. Moi, je pense que les gilets jaunes ne sont puissants et ne sont portés que parce qu'il y a une large partie de l'opinion derrière eux. Donc je pense qu'il faut s'adresser directement à l'opinion. Et puisque les gilets jaunes sont soutenus par l'opinion, je pense que quand on voit des Français, on trouve les gilets jaunes au milieu. Alors justement, les Français approuvent massivement l'idée du grand débat national qu'Emmanuel Macron a lancé. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Et en même temps, ils pensent que le gouvernement n'en tirera pas grand-chose. C'est ce que montrait un sondage hier de nos confrères du Figaro, LCI, RTL. Quel débouché il faut donner à ce grand débat ? Je ne sais pas. Je partage un peu non pas, ça ne donnera pas grand-chose, mais depuis le début, j'éprouve une certaine perplexité. Je crois que le grand débat montre, et la popularité du grand débat, le besoin de grand débat, montre qu'il y a vraiment, dans ce pays, un besoin de participation aux affaires publiques d'un type nouveau. Mais c'est pas du tout concrétisé. Je pense que c'est extrêmement difficile pour le gouvernement d'agréger à partir de ce débat un certain nombre de propositions. Donc on ne peut pas répondre à votre question aujourd'hui. Je pense qu'il faut remonter un certain nombre d'informations, remonter un certain nombre de protestations, remonter, s'il y en a, un certain nombre de propositions réalistes. Pour l'instant, ce que j'ai vu ne me séduit pas. Moi, le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose qui me paraît poser un vrai problème de fond sur ce qu'est l'action politique. Mais au terme, il faudra faire quelque chose. Je pense que, par exemple, un référendum à questions multiples, ça sera intéressant, mais je ne sais pas ce qu'on mettra dedans. Il faut vraiment aller à la pêche et espérer qu'elle sera miraculeuse. On a appris hier soir que certains gilets jaunes pensaient à constituer une liste pour les européennes. Ça fait les affaires de la majorité ? Écoutez, je ne sais pas ce qui fait les affaires de la majorité ou pas, mais moi je trouve que tout effort de structuration
d'un mouvement politique, de hiérarchisation de ses priorités, de mobilisation de ces segments de population qui sont prêts à le soutenir, et de présenter et d'action dans le cadre des institutions républicaines, c'est une excellente chose. Je ne sais pas où ça tombera, si ça profitera ou pas au Front National, à la droite, à la République en marche, à la France insoumise. À la limite, ça m'est totalement indifférent. Ce que je crois, c'est qu'il faut que ce grand courant de protestation se coule dans les institutions de la République. De ce point de vue-là, on a des élections européennes le 26 mai. C'est une grande occasion pour les Gilets jaunes de rencontrer la légalité républicaine. Ça, je pense que tout le monde doit s'en réjouir. Et pour la majorité, quel est le portrait robot de la tête de liste idéale selon vous ? Ah ben je ne sais pas, c'est apparemment on cherche l'oiseau rare, mais apparemment c'est ce qui les tente, c'est soit des gens très très jeunes partout, hein, on voit dans tous les partis, c'est l'heure des Benjamins au Front National, à la France Insoumise, chez les LR, à En Marche et au MoDem on verra. Nous sommes au MoDem, nous sommes favorables évidemment à constituer une liste commune avec nos partenaires de la République En Marche. On n'a pas encore vraiment choisi un leader. Moi, je pense Alors certains disent qu'il faut quelqu'un avec de l'expérience pour justement se distinguer de toutes ces listes qui vont aligner de jeunes figures. Le problème, vous savez, moi j'en ai fait des élections, des campagnes européennes. Le problème des campagnes européennes, c'est qu'il faut qu'elles existent. Quand vous arrivez, vous allez finir le débat national. Ensuite, les gens, au début mai, vont partir dans les week-ends. Bon. Et puis, vous avez l'élection de 26 mai. Donc, le moment, la fenêtre où on va pouvoir parler d'Europe, ça va être très court. Et dans ce très court, il y a une tendance à dire n'importe quoi. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que si on laisse ce débat aller, et quand on commence à faire un peu de pédagogie, on embête tout le monde. On applique la phrase de Claude Imbert, quand j'entends parler d'Europe, je sors mon oreiller. Donc, il faut à la fois avoir quelqu'un de pédagogue, quelqu'un de volontaire, de dynamique, et en même temps, quelqu'un qui ne raconte pas de salade. Mais moi, je trouve que c'est le grand avantage de cette élection-là, c'est que pour la première fois, il y a un alignement entre les positions européennes et les camps en présence. Jusqu'à présent, on avait la droite contre la gauche, c'est-à-dire sur l'Europe, deux droites contre deux gauches. Là, on aura un parti qui est résolument favorable à l'approfondissement européen et qui sera en même temps, occupera l'ensemble du centre. Et puis, les deux bouts de l'omelette seront plutôt contrôlés par des gens qui seront hostiles au projet. Je crois que ça sera très sain qu'il y ait une correspondance réelle entre la distribution des forces politiques et l'engagement européen. L'Assemblée nationale a commencé à examiner cette semaine une proposition de loi anti-casseurs. Le texte prévoit notamment une interdiction administrative de manifester, c'est-à-dire sans jugement. Est-ce qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter pour les libertés individuelles ? Écoutez, je ne crois pas. Il faut faire attention, comme toujours. Il faut regarder attentivement. Nous avons tout un ensemble d'amendements. La République En Marche est assez divisée. Au MoDem, nous sommes plutôt sereins sur cette affaire. Nous estimons que l'inspiration globale de cette proposition, qui ne vient pas de nous, elle vient de M. Retailleau, est satisfaisante, qu'il faut simplement veiller à ce qu'il n'y ait pas effectivement d'excès. L'interdiction administrative de manifester, ça se discute. Ça se discute. Une interdiction de manifester pour des gens qui arrivent à une manifestation avec un sac plein d'armes offensives, etc., c'est quand même assez justifié. Le problème que nous avons, c'est que le droit de manifester existe. Il est très organisé, très cohérent. On déclare la manifestation, on voit avec la police l'itinéraire du cortège, on a un service d'ordre, et donc tout ça se passe bien. Quand on n'a pas tout ça, quand les gens manifestent n'importe comment, sans préavis, sans indication qu'il y a des violences qui ne sont pas forcément contrôlées, enfin qui ne sont pas le fait des manifestants, mais qui sont là, il faut bien prévoir des choses. Et ce que prévoit la proposition de loi, c'est-à-dire des fouilles pour l'accès, une interdiction éventuelle, ça vous semble pas excessif la définition d'un périmètre, un périmètre de sécurité, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il doit être décrété par le préfet ou est-ce qu'il doit être décrété avec l'accord du procureur? Ce sont des choses comme ça qu'il faut discuter. Mais sur le principe, je pense que tout le monde comprend
que la police ne peut pas rester désarmée face à des manifestations qui comprennent certes 50 ou 60% de très honnêtes gens qui veulent simplement exprimer leur mécontentement, mais qui sont flanqués de gens qui se livrent à des actes absolument épouvantables contre les citoyens, contre les commerces, contre les biens, contre les personnes. Non, ça il faut trouver le moyen d'une riposte proportionnée. Un dernier mot sur le Brexit. Theresa May patauge pour faire valider par la Chambre des communes son accord avec l'Union européenne. Est-ce que les 27 doivent lui donner un coup de pouce, par exemple en envisageant de revoir à la marge les modalités de cet accord? Écoutez, il n'y a pas de coup de pouce possible réellement. Les Britanniques sont dans une situation extraordinaire. Ce sont des gens qui nous disent « nous voulons partir ». Donc nous voulons que le corps politique au Royaume-Uni soit séparé du corps politique plus large de l'Union européenne. Mais nous sommes incapables d'accepter l'idée de mettre une frontière quelque part. Donc, ils nous disent, il faut dessiner un pointillé, découpé selon le pointillé, et le pointillé, il ne peut pas être ni entre le Royaume-Uni et l'Irlande, ni entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, ni entre l'Ulster et la République d'Irlande. Alors, bon, c'est leur problème. Ils n'arrivent pas à résoudre ça. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et donc, s'ils n'arrivent pas à le résoudre, tant pis. On peut pas le faire à leur place. Ils peuvent pas vouloir à la fois créer la frontière et refuser la frontière. Là, on est vraiment, c'est le grand idéologue de tout ça, c'est Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Nous sommes dans le non-sens. Vous savez, il souhaite le non-anniversaire dans Alice. C'est exactement ça. On veut une union, on veut faire un Brexit sans Brexit, avec le Brexit. Et donc, j'ai vu récemment, on avait un colloque où on écoutait tous les partis politiques britanniques, en général assez favorables. Nos amis étaient assez favorables au au fait mais on voyait à quel point ils étaient déballonnés, ils étaient perplexes, déboussolés plutôt que déballonnés. Et donc je ne sais pas comment ça va se terminer, mais Michel Barnier, dans cette affaire, n'a pas de carte en main. Il ne peut pas abolir une contradiction qui est chez ses interlocuteurs et pas chez lui. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges.